l'année 2026 risque d'être quand même une grosse année pour le cinéma français. On l'a vu là avec le bilan du CNC, mais 2025 n'a pas été une année énorme. Par contre, l'année 2026 risque d'être très très gros, avec notamment des films très attendus pour cette année, notamment par exemple No Other Choice, Aucun autre choix, le film de Park Chan-wook, alors qui... Vous pouvez déjà le voir si vous allez en ligne, mais moi je vous avoue que j'attends de le voir évidemment en salle, parce que moi Park Chan-wook, Decision to Live, ça a été un film qui a été extrêmement, qui a été une vraie expérience en salle à vivre, et je trouve que c'est un film extrêmement beau et vraiment magnifique. Donc pour moi il faut le voir en salle, et moi j'attends vraiment, et je me ronge le frein parce que je vois des gens partager des liens sur Twitter, et je me ronge le frein avant de le voir, bien évidemment. Il est sorti où ce film? Il est sorti sur internet en fait. C'est juste ce truc où en fait sur internet, à cause de la chronologie des médias états-unienne, etc., où il n'y a pas de chronologie des médias, il est déjà sorti en ligne quoi. Il est déjà sorti sur internet, il est déjà sorti sur les sites de pirates, etc. Nous en France on doit attendre. En France on doit attendre. Légalement il n'y a pas d'autre, il n'y a aucun autre choix pour voir le Park Chan-wook que d'attendre le 11 février. Donc ça moi j'attends de le voir en salle, mais voilà, si vous avez très envie de le voir, il est déjà disponible, quoi. Ensuite, on a évidemment l'Odyssée. Bon, bah, l'Odyssée, moi, je vous avoue que c'est quand même une attente. On va être honnête là-dessus. Je vous avoue que c'est quand même plutôt une attente et que j'attends de voir ce qui va être proposé. Même si la bande-annonce me rassure pas trop, même si je suis pas trop sûr de ce qui va se passer dans ce film-là, mais je vous avoue que ça reste quand même une grosse attente. Et à voir un petit peu comment ça va se faire, parce que là Nolan a quand même les clés d'Hollywood dans ses mains. Nolan est quand même, je pense, un des réalisateurs qui est le plus à même de faire à peu près ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a fait un film qui a quasiment rapporté 1 milliard de dollars avec juste un biopic qui est pas nécessairement un biopic d'un scientifique où ça fait que parler de physique quantique pendant 3 heures. Franchement, il peut faire ce qu'il veut. Et là, avec l'Odyssée, il fait exactement ce qu'il veut. Donc clairement, pour moi, il a intérêt à démontrer. Là, le teaser, pour l'instant, et les quelques petits teasers que je vois, me rassurent pas trop, mais à voir un petit peu comment il va aborder notamment les créatures mythologiques. Je pense que ça peut être très intéressant. À voir. À voir. Dune, troisième partie, dernière volée, conclusion de l'histoire de Dune, adaptée par Denis Villeneuve. Alors il me semble qu'il est censé quand même faire d'autres choses également, hein, bien sûr. Pourquoi il y a City on Fire? Ah, c'est une ressortie, ok. Bon bah, une ressortie, bon bah pourquoi pas. Mais à voir évidemment qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. C'est un péplum, moi c'est un péplum en vrai, l'Odyssée. Là c'est un péplum, c'est très rare d'ailleurs de voir des péplums, donc moi c'est pour ça que j'ai un petit peu de hâte quand même. Et Dune partie 3, bon bah moi Dune partie 2 m'avait malheureusement bien déçu. Je vous avoue que je suis pas non plus enthousiaste pour ce Dune troisième partie. Je pense que ça va être un peu un pétard mouillé. À voir, parce qu'en fait, on nous vend l'ascension de Paul Atreides depuis 2 opus maintenant, depuis avant le Covid. Enfin, vraiment, ça a intérêt à vraiment promettre ou quoi. Parce que moi, la partie de Dune m'avait vraiment pas convaincu, donc à voir. Bon, City on Fire, bon bah pourquoi pas, un petit film avec Chow Yun-fat, vas-y, pourquoi pas. Bon, Beyond the Spider-Verse, ça c'est pour du 2027. Donc on attend. Avatar 4 c'est pour du 2019. Die My Love, ça j'avoue que je l'attends. Je l'attends pas mal en vrai, Die My Love. Merci beaucoup Turbo Raclette pour le sub offert, merci beaucoup. Je l'attends un petit peu parce que j'ai vu des bons retours, j'ai vu des gens, enfin pareil, comme pour aucun autre choix, je vois des gens partager des liens. Mais franchement je l'attends un petit peu quoi. Le seul truc bien dans Dune c'est Javier Bardem. Javier Bardem il est très fort quoi. Et oui, bonne année Turbo Raclette bien sûr. The Batman Partie 2 du coup il sort en 2027. Pareil pour Shrek 5 qui sort en 2025. Disclosure Day, donc du coup, bon, ça c'est le Steven Spielberg. Bah, moi, beaucoup d'attentes, hein, forcément. Alors, même si le trailer, je me dis, bon, peut-être pas un très bon trailer, mais vas-y, je l'attends quand même. Spielberg m'a très rarement déçu. Donc, franchement, moi, je suis en attente et je trouve que le thème abordé de devoir, en fait, devoir prouver, enfin, démontrer et devoir montrer aux gens qu'on n'est pas seul sur Terre, moi m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse énormément, je suis très confiant là-dessus et je trouve que ça peut être intéressant à suivre et ça peut donner des réflexions et je trouve que Spielberg est bon quand il te donne des réflexions sur, notamment c'est Munich qui a quand même quelque chose où il te donne des réflexions sur l'avenir de l'humanité, sur tout ce qui se passe, qui moi m'intéresse beaucoup. Et donc forcément, quand je vois Fableman, c'est pareil, ça me donne des réflexions, ça me fait cogiter en fait quelque part Fableman. Donc ça m'intéresse. Disclosure Day, j'ai l'impression qu'il essaie de nous faire cogiter également. Bon, Avatar 5 en 2031, je crois que je crois que Cameron aura 80 balais, enfin quelque chose du genre. Bon, à voir.
Father, Mother, Sister, Brother, ça j'ai hâte, parce que bah, mine de rien, c'est le Lion d'Or à Venise, donc c'est quand même plutôt gage de qualité. Jarmusch, moi, m'a plutôt déçu récemment. Ces derniers films, j'avoue que c'était quoi? C'était The Dead Don't Die, là, c'est ça. Je sais plus exactement c'est quoi ces derniers, ces tout derniers crus. The Days, bon, ça voilà, il était producteur, mais si je regarde en tant qu'acteur. Déjà, ouais. Mais en tant que réalisateur, il a fait un court-métrage et sinon c'est The Dead Don't Die. Et moi, The Dead Don't Die m'avait plutôt déçu. À voir, parce que moi j'aime bien quand même déjà le casting qu'il assemble là avec Adam Driver, etc. Mais bon, déjà, il y avait déjà Adam Driver dans The Dead Don't Die et finalement c'était pas génial. Il était dans The Dead Don't Die, si je me trompe pas. Oui, il était dedans. Mais voilà, rien ne peut être pire que Patterson. Moi, après, le problème c'est que Patterson j'adore. C'est un petit peu ça le souci, c'est que moi Patterson j'aime beaucoup. Mais à voir, visiblement ce sera 3 histoires qui s'entremêlent, de ce que j'ai compris. 3 histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents quelque peu distants et aussi des relations entre eux. Ok. Pourquoi pas. Lion d'Or, signe de qualité, je préfère en rire. Bah, malheureusement, c'est le signe que c'est pas non plus de la merde. C'est ça le truc aussi. C'est le truc. Évidemment que c'est pas non plus signe d'une très grande qualité. Je veux dire, Joker avait eu Lion d'Or à Venise, mais ça peut être le signe que c'est pas non plus horrible, quoi. Voilà. Dead Don't Die, seul faux pas, mais oui, post 2000, il est moins impactant, je trouve. Ouais, mais après, ça va, il est chouette aussi. Il a le mode de vin. Ah, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'en fait, le problème maintenant de Venise, c'est que ils donnent des lions d'or de carrière. Alors déjà que Cannes, moi, ça me fait chier quand ils font ça, notamment parce qu'ils l'ont fait pour un simple accident et qui était pas mal, mais voilà. Mais c'était clairement juste pour le donner à Jafar Panahi. Moi, ça me fait chier d'avoir effectivement des récompenses qui sont là pour récompenser une carrière d'un artiste. Et j'ai l'impression que parfois Venise est plutôt dans ça récemment, quoi. Mais tu me fais penser que c'est surtout les trucs récents, quoi, qui m'emmerdent. Non, c'était Joker 1. C'était Joker 1. Qui avait eu Lion d'Or à Venise, vraiment, quand il était sorti en 2019. J'ai pas trop rentré dedans, mais faudra que je vois un autre film de Jarmusch. Mais Father, Mother, ça m'a laissé sur le côté, perso. Ah, à voir. À voir. La nobélisation du cinéma, mais oui. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, bon bah ça c'est grosse attente également, parce que moi j'avais kiffé le premier. J'avoue que le fait que ça soit pas Danny Boyle dessus, je me dis, bon, à voir un petit peu, parce que moi ce que j'avais kiffé c'était la réalisation de Danny Boyle, le côté très expérimental, le côté où il va constamment essayer de créer de nouvelles images. Moi ça m'avait beaucoup plu, et de voir ça dans un blockbuster comme ça, britannique, je me dis, waouh, putain, pas mal. Et là, à voir l'exploration, parce que moi j'aimais bien aussi les intrigues, notamment avec le personnage de Ralph Fiennes, tout ça. J'ai quand même un petit peu hâte tout de même de celui-là, mais j'ai des doutes parce que Nia DaCosta, il me semble que c'est la réalisatrice de The Marvels, que je n'ai pas vu, mais qui me tentait pas trop, où la note, bon, après c'est la note, les notes sens critique pour ce genre de film-là, bon, est-ce qu'il n'y a pas un peu de misogynie aussi au milieu, mais peut-être que c'est juste pas très bien non plus, donc à voir. Mais en tout cas, les retours pour l'instant sont plutôt positifs, donc à voir. Les sens critiques qui a la pire appli du monde, ça par contre c'est toujours réel. Hein. Marty Suprême, bon, et j'espère qu'avec tout ce bashing vraiment autour de la promo, autour du fait que ça serait le plus grand film de tous les temps d'après Timothée Chalamet, j'espère quand même que c'est bien. Genre vraiment, j'espère quand même que c'est sympa. Bon, je l'ai vu, on était 3 dans la salle, c'était trop triste. Pour le Jarmusch ou pour 28 ans plus tard. Mais Marty Suprême, j'espère que c'est bien. J'espère que il n'a pas maxé. J'ai quand même confiance parce que j'ai l'impression que c'est un film des Safdie, mais vraiment des Safdie, et que je sais pas s'ils sont pour The Marvels, ok. Mais battage médiatique, pardon, battage médiatique, je suis bête. Mais j'espère quand même que c'est bien. Après tout ce battage médiatique, j'espère quand même que Marty Suprême va être au moins le meilleur film de tous les temps, parce que là, il est monté sur la sphère là, de Las Vegas, tout ça. Il a dit que c'était son plus grand rôle qu'il a jamais fait. J'espère que ça va être bien, hein, on va être honnête. Et après, moi voilà, c'est un vrai truc où les frères Safdie, j'ai l'impression, je sais pas exactement pourquoi ils sont séparés, j'ai pas trop fouillé, mais j'ai l'impression que juste chacun voulait faire un film dans son coin. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme les Daft Punk, c'est-à-dire qu'ils sont séparés parce qu'il y en a un qui voulait continuer, les Daft Punk qui voulaient continuer la même chose, c'est Thomas Bangalter qui voulait plus ou moins, j'ai l'impression, continuer la même chose, et à côté t'avais Guy Manuel qui lui voulait aller dans des choses un peu différentes. Et moi j'ai l'impression que là, les Safdie c'est un peu pareil, c'est-à-dire que t'as Josh Safdie du coup qui veut faire plus ou moins du Safdie, c'est-à-dire un mec qui court dans New York, quoi, c'est le truc le plus Safdie du monde, et à côté t'as Benny qui essaye de faire autre chose, tout en maintenant cette patte évidemment, et c'est pareil pour les Cohen, avec un des frères Cohen, là, celui qui est le plus actif, qui continue de faire des films
comme à l'époque, un peu humoristique tout ça, Only Don't, Drive Away Dolls, bon, même si c'est pas très réussi, mais il essaye de refaire la même chose, et à côté t'as l'autre frère Cohen, j'oublie, hein, je confonds les deux malheureusement, je crois que c'est Joel qui a fait le Hamlet, et qui en fait a plus rien fait depuis, donc vraiment à voir un petit peu, mais j'ai l'impression que généralement quand t'as une séparation comme ça, tu vois qui avait du talent et qui n'en avait pas, et généralement c'est qui continue à faire à faire évoluer sa formule, parce que Josh Chafdee en plus j'en parle comme si il avait déjà une formule toute faite, mais en vrai ça reste quand même des jeunes artistes également, à voir un petit peu, mais moi j'espère que c'est bien, j'espère au moins que c'est bien sûr. Toy Story 5, aïe 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 aïe. Bon, est-ce qu'il n'y a pas assez d'effets suite de trop quand même autour de Toy Story 5, à voir un petit peu. Toy Story 5, le fait qu'il y ait le réel de Wall-E, j'ai envie d'y croire, mais vas-y, bah le réel de Wall-E qui était aussi le réel sur le premier, enfin qui était co-réel sur le premier il me semble, ou du moins sur le deuxième si je me trompe pas. Donc à voir, c'est quand même un truc où tu vas rechercher cette personne là, parce que le 4 c'était Josh Cooley si je me trompe pas, qui a aussi réalisé Transformers 1 qui était sympa. Et effectivement le 4, moi le 4, le problème avec Toy Story c'est que c'est le premier film que j'ai vu. Le premier film que j'ai vu c'était Toy Story, et après Toy Story 2. Et forcément Toy Story 3 j'ai pleuré, Toy Story 4 j'ai pleuré. Donc je sais que Toy Story 5 je vais pleurer encore. Par contre, c'est vrai que celui-là a vraiment des airs, même au niveau des textures, un peu direct au DVD, un peu direct au Disney+. À voir, j'espère que c'est bien, et je pense quand même que ça devrait être bien sûr. Bisous à toi, Erebus, bien sûr. Mais, voilà, c'est vrai que le fait de ramener Andrew Stanton, c'est un peu un aveu d'échec, mais vous savez, comme le film qui est juste en dessous, c'est un peu un aveu d'échec de dire, bon, bah effectivement, on va ramener Andrew Stanton, parce que c'est un réel historique de Pixar en plus, hein, c'est comme Pete Docter et Brad Bird également, qui est quand même un réel historique de Pixar, même s'il n'est pas tout à fait dans Pixar, c'est plus une sorte de contractuel, entre guillemets, mais en fait, bah, alors, ils peuvent pas ramener John Lasseter pour des raisons assez évidentes, autour des accusations qu'il a eues, bien sûr, mais voilà. Moi, pareil, Isaline, c'est pareil que toi, c'est j'irai le voir, je sais que je vais pleurer, je sais pertinemment que je vais chialer ma race, mais à voir. À voir un petit peu, si mon esprit critique va pas rentrer là-dedans, quoi. Et après, c'est quand même des films où à chaque fois, les Pixar, c'est quand même toujours de la qualité, on va être honnête là-dessus. Le monde de Dory était un peu décevant, Monstre Academy pour certains était un peu décevant, moi je l'ai adoré. Les suites, certaines suites de Pixar sont un peu décevantes, Vice Versa 2, moi plutôt déçu. Ça reste des bons films. Genre, on va être honnête là-dessus, ça reste quand même des bons films. Voilà. Bon, Avengers Doomsday. Je vous avoue, moi j'ai vu un petit peu les teasers passer, tout ça. Là, actuellement, là au moment où je parle, il y a le teaser de Thor qui est sorti de manière officielle, et il y a le teaser des X-Men qui se partage un petit peu partout sur Twitter, tout ça. C'est un aveu d'échec. Enfin, clairement, c'est un aveu d'échec que de se dire on va ramener Steve Rogers, on va ramener Thor, on va ramener tous les personnages, et on va se dire bon bah là c'est le grand final, alors que Endgame, je veux dire encore une fois, Endgame, c'est censé être la fin quand même. Quand tu sors un film qui s'appelle Endgame, c'est que c'est censé se terminer là. C'est pas censé te dire ah bah finalement ça reprend après, avec en plus une fin qui sera probablement Secret Wars. Enfin voilà, évidemment je vais aller le voir, évidemment je vais aller le regarder, je vais aller en salle pour le voir, enfin bien sûr que je vais aller le voir, mais tout comme le prochain Spider-Man qui à la limite me tente plus, on en reparlera, mais évidemment que je vais aller le voir quand même, parce que bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent, j'ai hâte de voir les petites surprises qu'ils vont nous préparer, et puis mine de rien, je reste quand même une sorte dans une forme de fan service absolument dégoûtant, où je sais pertinemment que ça va faire exploser des persos dans tous les sens, etc., des trucs du genre. Bien sûr. Maintenant, je sais que ça va être mauvais, quoi. Je sais que ça va être mauvais, et c'est pareil, je veux dire, Endgame, je l'ai déjà dit ici, mais Endgame, j'ai pleuré devant. J'ai pleuré devant Endgame parce que, je sais pas, j'étais pris dans l'émotion, en plus c'était un moment où j'allais un peu mal et tout, enfin voilà, j'étais en fin d'études, et forcément, j'allais un petit peu mal, et j'ai versé ma larmichette devant, forcément, parce que je vois tout ça qui culmine à ça, évidemment. Maintenant, c'est vrai que j'y repense plus tard, je me dis, ah, c'est moche. Enfin voilà, quoi. Même l'action est pas belle. Bah oui, en plus, ramener les frères Russo, dont le dernier film était The Electric State. Non, faut être sérieux 5 secondes, faut être sérieux 2 minutes là, ce n'est plus possible. Ce n'est clairement pas possible. Et il faut aller se faire foutre, enfin clairement, et ramener tous les acteurs, ramener même les acteurs des X-Men, autant ramener les autres acteurs de Steve Rogers, du coup Chris Evans, Chris Hemsworth, tout ça, je suis en mode oui vas-y, bon ils ont encore une vie, enfin Chris Hemsworth continue encore après les Endgame, donc à la limite il est encore là, ramener Chris Evans, bon je me dis c'est un peu nul, mais ramener en plus les X-Men d'autres dimensions, pour dire là on va bien les traiter, etc., et ta gueule, genre vraiment ta gueule.
Projet Dernière Chance, Project Hail Mary. Ça, j'ai des attentes quand même autour de ce film-là, principalement parce que bah, c'est Phil Lord et Chris Miller. C'est-à-dire que, juste pour ça, c'est-à-dire que c'est Phil Lord et Chris Miller, et que moi, Phil Lord et Chris Miller, j'en attends beaucoup parce que c'est réalisateur de 21-22 Jump Street, c'est réalisateur également de Tempête de Boulet Géante, c'est le réalisateur de l'excellent film Lego. Ça, c'est exceptionnel. C'est aussi des producteurs et des scénaristes derrière la saga Spider-Verse. Donc ça, là-dessus, j'ai beaucoup de hâte, en fait, autour de ce film-là. Je sais pas exactement comment ça se passe par rapport à leur rôle de producteur sur les Spider-Verse et tout. Ça se trouve, c'est un petit projet qu'ils ont fait comme ça pour un peu ramener de la thune et que finalement, ça va pas être terrible, tout ça. À voir. Je pense quand même que ça pourrait être vraiment bien. Et en plus, c'est Greg Fraser à la photo. Bon, franchement, les images que j'ai vues, je me dis, franchement, c'est pas dégueulasse, mais ça fait un peu moche par moment. Mais vas-y, pourquoi pas. Et je pense que ça peut être vraiment un bon film, une bonne petite surprise. Pourquoi pas, je place pas toutes mes billes dessus. Mais pourquoi pas. Bon, Spider-Man Brand New Day, ça, j'ai quand même un petit peu des attentes autour de ce film-là, clairement, parce que c'est du coup Destin Daniel Cretton qui avait fait déjà Shang-Chi. Et moi, je dois être honnête, Shang-Chi, j'ai pas boudé mon plaisir. Il y a des moments où les scènes d'action sont dégueulasses. Enfin, vraiment, c'est horrible, notamment sur la fin. La fin est dégueulasse, c'est une bouillie de pixels. Enfin, c'est horrible. Maintenant, moi, ce que j'apprécie pas mal, c'est que, bah, au moins, c'est du practical. Au moins, c'est parce qu'on a vu en fait les images de tournage, tout ça. Au moins, il swing vraiment, enfin, il se balance vraiment de partout, Spider-Man. Au moins ça, je ne demande pas plus. Je demande pas plus de la part d'un film Spider-Man que de voir qu'il se balance vraiment de toile en toile et qu'il y a un peu un côté pratique. C'était déjà quelque chose que j'adorais dans les Sam Raimi, c'était la tangibilité de ce Spider-Man, de ce super-héros-là. Donc forcément, j'ai un petit peu des attentes autour de Spider-Man Brand New Day. Je dois être honnête là-dessus, j'attends un petit peu de la voltige, j'attends un petit peu de voir Spider-Man bouger dans tous les sens. Voilà, ça au moins j'attends. Parce que, mine de rien, là, en 3 films, John Watts, l'enculé de John Watts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 0 scène de voltige. Il a fait une scène vite fait à la fin de Homecoming, une scène vite fait dans un bout de post-générique de No Way Home. Non, même pas de No Way Home, de l'autre avant. D'ailleurs, pareil, tu nommes des homes partout, enfin voilà, No Place Like Home, des trucs du genre, j'en ai rien à foutre. Le deuxième, là, je sais plus le nom du deuxième. Et sinon, après, il y a que des bouts de scènes de voltige, mais je ne suis pas dans un age fétiche, John Watts. Je veux voir des vraies scènes de voltige. Je veux voir vraiment le personnage voltigé comme le début de The Amazing Spider-Man 2, où effectivement, tu le vois vraiment bien voltiger. Ça sert à quoi de me faire du aging sur 3 films pour ne pas le voir voltiger, en fait? Le but du aging, c'est qu'à la fin, quand même, tu éclates, quoi. Genre, non, ça ne marche pas comme ça, John Watts, que de faire que du aging à tire-larigot. Genre, ça ne fonctionne pas. The Bride, ça j'ai un petit peu hâte. Film de Maggie Gyllenhaal avec notamment Jessie Buckley et également Christian Bale. J'ai un petit peu hâte parce que voilà, c'est une réinterprétation de Frankenstein. Il y en a tous les ans, mais vas-y, c'est une réinterprétation du coup de la femme de Frankenstein. Vas-y, pourquoi pas? J'ai quand même un petit peu. Enfin, l'image, la photo je me dis. C'est plutôt pas mal. Le côté voici venu, la putain de fiancée, enfin voilà, c'est rigolo. L'affiche me fait un petit peu rire. Le côté catchphrase d'y aller un petit peu à fond. Probablement que le film sera pas non plus des plus disruptifs, j'ai envie de dire, mais probablement que ça sera un petit peu sympa. Pourquoi pas? Je place pas non plus toutes mes billes dessus, mais franchement, ça peut être très cool, quoi. The Mastermind, bon bah ça, j'ai une très grande attente parce que moi, le dernier film qui m'a vraiment marqué du cinéma états-unien, il y en avait évidemment beaucoup, mais Showing Up est quand même un film qui est rentré très facilement dans mes tops vraiment all time, quoi. Peut-être, je sais pas à quelle place, mais probablement au moins dans mon top 50, quelque chose du genre, quoi. Ta gueule, le bot dans le chat, mais, mais voilà, et sinon, The Mastermind, j'ai quand même beaucoup de hâte parce que bah déjà, j'adore Kelly Richards, ça évidemment. J'adore également Josh O'Connor. Je trouve que c'est un acteur formidable. C'est lui qui porte en grande partie le Wake Up Dead Man de Ryan Coogler, qui m'a pas particulièrement convaincu, mais au moins il porte vraiment ce film-là. First Go, effectivement, ça a été une grande découverte, et il faut que je redécouvre d'ailleurs, il faut que j'aille un peu plus loin dans sa carrière, dans sa filmo, parce que c'est vrai que moi du coup j'ai vu First Go, Showing Up, et j'ai vu quoi d'autre de Kelly Richard d'ailleurs, j'en ai vu d'autres de souvenirs. J'ai vu que ça. Putain, bon bah il faut que j'aille plus loin, il faut que je vois Old Joy, faut
faut que je voilà. Faut que je vois Wendy et Lucy. Enfin, faut que je vois un petit peu tout ce qu'elle a pu faire parce que clairement pour moi, elle propose énormément et c'est une des rares propositions vraiment pertinentes je trouve du cinéma états-unien. Donc donc clairement pour moi c'est exceptionnel et j'attends vraiment son mastermind, ça c'est sûr. La Reconquista, donc ça c'est une ressortie d'un film de Jonas Trouba, bon ben très hâte aussi. Ah, le film Super Mario Galaxy, malheureusement, je serai dans la salle. Je serai dans la salle le 1er avril. C'est pas une blague. C'est pas un poisson d'avril. Mais je serai dans la salle, vraiment, direct. Parce que bah, c'est le film Super Mario Galaxy, quoi. J'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix parce que Super Mario Galaxy, c'est peut-être mon jeu vidéo préféré. Le 1 comme le 2, enfin voilà, emmêlé avec Outer Wilds. Donc, forcément, j'ai rejoué récemment sur émulateur, c'est exceptionnel. Enfin voilà, il faut que je le voie, il va falloir que je m'y tâte. Donc voilà, forcément, je vais le voir. Forcément que ça va pas être génial, que ça va être un peu fade, que ça va être un peu osef. Mais vas-y, bah va y avoir Bowser Jr. doublé en plus par Benny Safdie, donc ça va être rigolo. Et forcément, bah j'ai quand même plutôt hâte et vas-y quoi. Vas-y, il va y avoir Chris Pratt qui va mal jouer. Bon, moi de toute façon je le verrai en VF, hein, évidemment. Mais ça va être mauvais, hein, ça va être pas très bien. Ça va être fade, ça va être écrit par IA, que voulez-vous. Mais bah ça va, j'irai le voir instant quoi. Amnet, bon ça j'ai hâte quand même, parce que en fait là où j'ai hâte c'est que de base je me suis dit ouais ça peut être sympa. En plus moi j'aime bien Chloé Zhao, je trouve que son Eternals, même si j'ai pas kiffé, il y a quand même un truc original dedans. Nomadland c'est un petit peu sympa, vas-y pourquoi pas. Et en fait ce qui m'a fait tiquer c'est que j'ai vu le trailer là récemment quand je suis allé voir Magellan. Et en fait c'est produit par Amblin, donc c'est produit par Spielberg. Et je me dis oh putain, Spielberg qui produit un film qui est pas genre juste ses potes et qui produit un film de Chloé Zhao. Je me dis bah trop bien. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte. Les images me tentaient pas de fou, ça a l'air très Oscar bait, on va être honnête, mais j'ai quand même un petit peu hâte. Vas-y, pourquoi pas. Retour à Silent Hill, donc du coup de Christophe Gans. Bon ça, quand même ça peut être sympa, on va être honnête. Moi j'ai pas vu le premier, j'ai vu très peu de Christophe Gans, mine de rien. J'ai vu que le Pacte des Loups, hein, il me semble, mais que j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je rattrape son La Belle et la Bête et son Silent Hill également, hein, bien sûr. De toute façon, je pense qu'on en parlera hein, de ce film-là, dans Rage Bait ou je ne sais où, pour parler même des adaptations de jeux vidéo, tout ça, quelque chose du genre. Je sais pas, on se fait parfois des petites réunions avec Régé pour savoir de quoi on va parler. Mais bah, en vrai, les images me donnent pas envie, on va être honnête. Le fait que ça soit trait pour trait, vraiment la même chose que. Enfin, les mêmes scènes, un peu plus fade, ça me donne pas trop envie. J'ai des potes qui sont ultra fans de Silent Hill et qui font beaucoup, enfin, qui me le vendent énormément, notamment le 2, parce que là, bah, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une adaptation du 2 et que bah, le 2, c'est, j'ai l'impression, le plus gros jeu Silent Hill, celui qui est le plus reconnu partout dans le monde. Et j'ai quand même un petit peu hâte, évidemment, mais bah, je sens un petit peu la cata arriver aussi, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Guru, bon, bah, ça, on en parlait un petit peu avant, mais Guru, je pense que ça peut être un film qui ramène des mondes en salle, parce que, bah, c'est Pierre Ninet, enfin, hein, le fait que son nom soit en gros, que l'affiche, ça soit lui en gros, l'affiche, c'est vraiment un copier-coller de l'affiche de Social Network, là. Social Network poster. D'ailleurs, Social Network, pareil, hein, il y aura peut-être le 2, je crois que c'est en 2027. En 2027, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est vraiment un copier-coller de cette affiche-là, évidemment. Enfin, plutôt de celle-là que de l'autre. Mais c'est exactement cette affiche. Bon, bah voilà, il n'y a pas y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est la même chose. Donc ça veut jouer sur une idée comme quoi c'est une sorte de déconstruction également de Pierre Ninet, sachant qu'il me semble que Pierre Ninet est producteur du film. Si je me trompe pas, et que c'est le premier film sur lequel il est producteur. Donc voilà, pourquoi pas. Niveau com, il y a quelque chose à faire en plus. Oui, non, mais niveau com, le fait que ça parodie un petit peu comment dire, les coachs, les coachs en développement personnel, des trucs du genre. Bon, c'est vu et revu, mais vas-y, pourquoi pas. Après, à voir un petit peu comment ça va se faire, parce que Yann Gozlan, on rappelle quand même que c'est ça. Non, c'est pas sa meuf qui réalise, c'est Yann Gozlan, donc qui était déjà le réalisateur notamment de Dalloway et de Vision, qui bah ont les notes qu'ils ont quoi. Enfin vraiment qui ont pas des notes terribles. Boîte Noire, moi je vous avoue j'ai plutôt bien aimé. Je vais être honnête là-dessus, je vous avoue que je trouve ça plutôt bien.
Maintenant, à voir un petit peu le reste, parce que depuis Boîte Noire, effectivement, il a fait Vision qui est pas terrible, il a fait Dalloway qui apparemment est une bouse informe, qui est sorti en plus l'année dernière, hein, donc vraiment c'est très récent. Au mi-d'année dernière, quelque chose du genre, enfin en juin 2025, un truc comme ça, et qui apparemment était une bouse, enfin vraiment, j'ai peu entendu de bons retours dessus. Et voilà, là, c'est le retour du coup, enfin, de cette union entre Yann Gozlan et Pierre Ninet, du coup, qui jouait déjà dans Boîte Noire et qui jouait déjà un rôle intéressant. Là, je pense que ça va pas être génial non plus. Bonne année la pop, bonne année, et salut Mister HS également, salut tout le monde. Mais voilà, là, je pense que ça va être un peu trop. Effectivement, Riva, t'as raison là-dessus, relire Bégodeau sur les acteurs qui produisent leurs films, parce que moi, à chaque fois, quand il y a un acteur qui produit un film, je me dis, oula. C'est pour ça que j'ai un petit peu des craintes aussi, parce que pareil, il me semble que Marty Suprême, Timothée Chalamet produit le film également. J'ai un petit peu des craintes là-dessus, quoi. Souvent, c'est pour se mettre en avant, ou pour mettre en avant sa grande faculté d'acteur de jouer les connards également. Voilà, quoi. Par contre, c'est chelou, c'est toujours le même nom de personnage que joue Niné chez Gozlan. Ah ouais? Ok. The Mandalorian and Grogu, bon ça, les gens, on a vu le trailer ici il y a longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et vraiment, moi, je trouve ça immonde pour la saga Star Wars de voir que c'est réduit à ça. Je pense que c'est vraiment pas... je pense en plus que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que peu importe même la qualité visuelle, parce que c'est immonde, c'est vraiment dégueulasse, c'est nul à chier, bien sûr, mais en plus, je pense que ça va bider. Je pense qu'en plus, Mandalorian Grogu, probablement que ça a un budget de 500 milliards de dollars envoyé à Israël ou je ne sais quoi, mais probablement qu'en plus, ça va pas bien marcher, quoi. Moi, c'est ça qui me fait paniquer de fou. Enfin, qui me fait paniquer. J'arrive à endormir la nuit, hein, quand même, qu'on s'entende bien, mais c'est ça où je me dis, putain, mais en plus d'être moche, d'être vraiment dégueulasse, en plus d'être juste horrible à regarder visuellement, probablement de ne pas être inspiré en termes de scénario, probablement que personne n'en a rien à foutre du Mandalorian et de Grogu, probablement que personne n'en a rien à foutre de rattraper Mandalorian les 3 saisons, plus The Book of Boba Fett, des trucs du genre, mais en plus, probablement que ça va bider, et du coup que ça va renvoyer la saga Star Wars à dire, ah mince, bon bah pardon, ça bide, on arrête d'en faire des films. Je le vois gros comme une maison, que ça va bider. Du coup, les gens vont se dire, bon, bah effectivement, Star Wars n'est plus fait pour la salle de cinéma. Les temps ont changé, Disney qui va dire, les temps ont changé, et effectivement, Star Wars n'est plus fait pour la salle de cinéma. Donc, ça y est, on arrête de sortir des Star Wars en salle. Je sens gros comme une maison, que ça va me faire chier, que voilà, et que moi, Star Wars, je vous avoue que je suis attaché à la saga Star Wars. Bon, je suis pas un grand fan, mais je trouve ça vraiment sympa. Et je me dis quand même que c'est plutôt cool de voir des films Star Wars en salle, parce que c'est là que c'est censé être regardé, quoi, clairement. Et moi, c'est quand même un gros spectacle que très peu arrivent à remettre au goût du jour. Et je trouve que Rian Johnson a fait un très bon taf sur Star Wars 8, que même J.J. Abrams sur Star Wars 7, ça a plutôt bien fonctionné sur moi également, donc vas-y, pourquoi pas. Et c'est dommage de voir que les gros blockbusters comme la Star Wars c'est quand même une licence, c'est quasiment soixantenaire, vraiment c'est assez dingue, quoi. Donc bon, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, quoi. Bonne année Sharon Joe. Send Help du coup de Sam Raimi, ça va tellement bider ça. c'est un petit peu le problème, quoi. C'est-à-dire que Sam Raimi, effectivement, depuis moi déjà son Doctor Strange 2 m'a un petit peu déçu, on va être honnête. Maintenant, effectivement, ce Send Help, je sais que ça va bider. C'est un petit peu dommage. Je trouve ça cool quand même de voir qu'il revient sur un truc très film d'horreur, un peu... ça a l'air un poil fauché, quoi. Il n'y a pas de gros noms à l'affiche, etc. Je me dis, ah, pourquoi pas. En vrai, ça peut être sympa. Film à concept comme ça. Vas-y, pourquoi pas. 50 ans de buzz, oui, en vrai, ça va. Hein, en vrai, une saga comme Star Wars, 50 ans, ça a bien duré. Hein. C'est tant mieux. Hein. Reagan, ça, j'ai quand même un petit peu des hâtes, même si c'est Netflix. Même si... Attention également, parce que Reagan, du coup, c'est un film de Brad Bird. Alors, Brad Bird, évidemment, c'est le réalisateur des Indestructibles, de Ratatouille, des Indestructibles 2, et également de Mission Impossible 4, qui pour moi est mon Mission Impossible préféré, mais aussi de Bienvenue à Tomorrowland, qui est un super film, vraiment un super film
d'anticipation, j'ai envie de dire vraiment. D'ailleurs, en plein jour, c'est audacieux, au moins. Oui, c'est vrai en plus. Mais Reagan, c'est son projet qu'il a envie de faire depuis plus de 40 ans. En fait, Brad Bird, il a envie de faire Reagan depuis les années 80, quelque chose du genre, parce que Brad Bird, c'est un gros animateur qui a envie de faire plein de projets en même temps, et il se trouve que il n'y a que Netflix qui a accepté de le financer, donc on peut remercier Netflix d'accepter de financer ce genre de projet-là, même s'ils n'ont pas financé le film d'animation de David Lynch, mais bon, bref. Et au moins, le film va exister, donc tant mieux. Moi, j'ai hâte de le voir, parce que quand même, bah, Brad Bird m'a très rarement déçu. Même son Les Indestructibles 2 m'a pas non plus extrêmement déçu, mais... Enfin... un petit peu déçu, mais bon, c'est pas non plus atroce. Et en même temps, bah, il y a eu des conditions de production qui ont fait que ça a été trop compliqué, bien sûr. Et je trouve ça bien qu'il le fasse un peu plus en indépendant, entre guillemets, parce que du coup, il est pas chez Pixar. Il aurait pu facilement aller chez Pixar, dire vas-y, c'est moi, et puis voilà. Ou alors, il aurait pu retourner chez Warner, chez qui il avait fait Le Géant de Fer, mais je crois que ça s'est mal passé. Donc, forcément, qu'il va pas le faire. Et voilà, et c'est sûr que Reagan, j'ai un petit peu des hâtes quand même. À voir. Le projet va vite, hein, d'ailleurs, parce que je crois que c'est l'année dernière vraiment qu'on a appris, enfin, il y a 2 ans peut-être qu'on a appris que le projet se faisait, donc je me dis, ah, quand même, ça va vite. Mais probablement qu'il a déjà son idée en tête, qu'il sait déjà quoi faire. Je sais pas si le style sera exactement comme sur l'affiche ici, hein, bien sûr, les gens, mais il y aura un côté un peu. Il y a un côté futuriste, etc. J'attends, parce que la SF en film d'animation, déjà, c'est très rare, hein. Il y a très peu de films de SF en animation qui peuvent exister, donc et déjà, il y a très peu de films de SF qui existent. Et il y a très peu de films d'animation qui existent également, qui ont des propositions pertinentes. Donc forcément que j'ai un petit peu des hâtes quand même. J'ai un petit peu hâte. Scarlet et l'éternité, bon bah malheureusement, c'est une grosse attente. Malheureusement, c'est une très grosse attente parce que bah Mamoru Soda, moi, Belle m'a fait pleurer. Enfin vraiment, Belle, ça a été exceptionnel, je trouve. Et je trouve que là, j'ai vu des retours un peu négatifs autour de Scarlett. J'ai vu des gens dire ah c'est pas terrible, etc. Des gens qui l'ont vu en avance dans X ou Y festival, tout ça, parce qu'il passait dans quelques petits festivals à droite à gauche. Moi j'ai quand même hâte. J'ai quand même hâte parce que je sais qu'il a été repoussé parce il était censé sortir en même temps qu'Avatar 3, les gens. La journée de fou que ça aurait été pour Brivan qui est fan des deux. mais clairement pour moi j'ai quand même plutôt hâte de Scarlet et l'éternité. Toujours avec ce côté mi-isekai visiblement aussi, donc exploration de monde virtuel de la part de Mamoru Soda. J'ai quand même hâte, j'ai quand même plutôt hâte aussi à voir un petit peu ce qu'il a à proposer. Et j'ai hâte, j'ai très 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 hâte quand même. Et enfin les échos du passé, donc j'ai d'autres listes hein, bien sûr pour voir un petit peu les attentes. Mais les échos du passé, j'avoue que je vois la bande-annonce en boucle. Ça me tente pas plus que ça, surtout que les retours sont un peu mitigés, j'ai envie de dire. Donc j'avoue que ça me tente pas trop. Je sais que ça a eu prix du jury à Cannes, tout ça. Enfin que ça a eu des trucs. Il y a ce côté où c'est 4 histoires qui s'entremêlent dans 4 époques différentes, quelque chose du genre. Ça me tente pas trop. Ça ne me tente pas trop. Probablement que c'est très bien, mais je vous avoue encore une fois, 2026, si c'est pas drôle, on rigole pas. 2026, si ça m'intéresse pas, on regarde pas. C'est un petit peu ça. Et moi, je suis pas trop dedans, donc voilà. Et j'ai du coup une autre liste également, les films attendus en cette année 2026, il y a du très lourd. Alors on a donc du coup le Marche du Kremlin, c'est le Mage du Kremlin, et c'est le film c'est un film sur Poutine. Alors c'est vrai que je l'ai découvert moi en salle en fait, enfin j'ai découvert en salle la bande-annonce et je me suis dit ah oui putain ça existe. Et en fait c'est un film d'Olivier Assayas, alors Olivier Assayas qui avait fait déjà Irma Vep notamment, enfin voilà c'est un gros réal français. Avec un casting international, Paul Dano, Jude Law qui joue du coup Poutine, alors qui est un peu ridicule je trouve, mais bon bref. Paul Dano, moi ça m'intéresse parce que je trouve que c'est un excellent acteur quand même, hein, n'en déplaise à un certain réalisateur, hein, sioniste bien sûr, mais voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu des hâtes quand même. Bon livre mais dur à adapter, ils vont voir un petit peu. L'affiche est dégueulasse, mais ça voilà, c'est pour que vous voyez. Il y a Carrère à l'écriture, oui il y a Emmanuel Carrère à l'écriture, donc un petit peu hâte aussi à ce niveau là, et à voir, ça peut être sympa, tout comme ça peut être un peu désastreux. Boldano plus mis en avant, ça fait plaisir. Oui, voilà, en plus, là, dans du cinéma européen, parce que souvent, quand les acteurs américains vont dans le cinéma européen, c'est parce qu'ils veulent avoir une légitimité. Et là, je pense qu'il veut avoir une sorte de légitimité de je peux tourner dans des films d'auteur, même si j'ai tourné dans le Batman, etc., des trucs du genre. Bon, après, il a toujours eu cette case un petit peu film d'auteur également, Paul Dano, donc ça ne le rajeunit pas. Amnet, Gourou, Marsupilami. Ah oui, c'est vrai, le film Marsupilami. J'avais oublié, putain. Oh là 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 là. Bon, bah oui, ça sort du coup. Ça sort quand ça Ça sort le 4 février. Bah, j'irai le voir parce que je suis curieux, mais j'irai le voir entre potes, je pense. Parce que je suis pas non plus. Je suis pas non plus dans une attente de fou autour de ce film-là, on va être honnête. De ce que j'ai compris, c'est une sorte de suite.
du Marsupilami déjà de Chabat? Vas-y, pourquoi pas. Mais je vous avoue que bon, je n'attends pas du tout, quoi. Ouais, c'est par Philippe Lachaud, c'est le film de la bande à Fifi de l'année. Il y a toujours un film de la bande à Fifi de l'année. C'est vrai que cette année, d'ailleurs, enfin l'année 2025, il n'y en a pas eu. Donc bon, j'ai vu la bande. Non, mais la bande annonce, elle tourne en boucle là en ce moment. Enfin voilà. Bon bah ça va être pas très bien. Et je veux dire, autant le Marsupilami de Chabat, il y avait déjà un peu des critiques. Je me souviens qu'on en avait parlé ici même d'ailleurs, parce que ça avait été mentionné par quelqu'un du chat et qu'à l'époque on regardait un peu les, les films du chat. Et c'est déjà c'était un peu à critiquer aussi parce que ça avait un peu vieilli le Marsupilami de Chabat. Mais là, je pense que ça va être un peu cata. Pourtant, je déteste pas la bande de Philippe Lachaud. Hein. C'est vraiment. Moi, je vous avoue en plus mon avis, hein, c'est que j'ai bien aimé le Nicky Larson. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais là, s'il faut ça pour porter l'année, bon. Et en vrai, je casse du sucre un peu sur les films de Philippe Lachaud, mais les films de Philippe Lachaud, en vrai, au moins il y a un côté où il essaye un peu de se la donner dans les effets, dans l'extravagance de ce qui se passe, dans l'extravagance des décors, etc. Et je trouve quand même que à ce niveau-là, c'est un des seuls qui réussit à peu près à créer une ambiance où on sent qu'il y a un truc, comment dire, on sent qu'ils ils se font chier au niveau des décors, ils se font chier à se dire bon là on écrit tel truc et ils le font quoi, clairement en termes de production je trouve que c'est assez ingénieux quand même les films de Philippe Lachaud parce qu'au moins il arrive vraiment à se détacher de beaucoup des comédies françaises qui sont assez paresseuses et qui sont juste des chants contre chants. Là, en termes de mise en scène, par moments, il essaye des trucs aussi. Enfin, c'est pas mal, quoi. C'est pas mon cinéma, mais il y a un peu d'idées. Enfin, dans les comédies françaises, on peut taper sur bien plus de personnes que lui. Voilà, c'est exactement mon avis. C'est-à-dire que pour moi, en termes de comédie française, c'est malheureusement un peu le haut du panier dans ce qui se fait en termes de blockbuster de comédie française, plus particulièrement. Parce qu'on a des excellentes comédies françaises d'humour noir, d'humour un peu plus, enfin, typiquement tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, qui est quand même dans cet humour où c'est très. Ça a pas beaucoup de budget, quoi, mais ça arrive à faire des trucs. Pareil pour Gérald le Conquérant, moi je l'ai pas vu, mais des retours que j'en ai, c'est que c'est vraiment très bien. Et effectivement, j'ai l'impression que dans les comédies blockbusters, parce que c'est un genre hein, qui existe, les comédies blockbusters, c'est les grosses comédies, hein, j'ai envie de dire. Bah effectivement, c'est plutôt, c'est eux le haut du panier, quoi. On peut au moins le reconnaître ça. Ensuite, donc on a Scream 7. Bon, moi je suis pas un fan de Scream, donc je m'en bats les couilles, je vous avoue. Je m'en branle. En plus, là, il y a eu toutes les affaires autour de. Ils ont viré deux des actrices parce que trop antisionistes, des trucs du genre. Bon, bah. Bon, vous savez ma position, Super Mario. The Drama, le film du coup avec effectivement Zendaya et Robert Pattinson. Pourquoi pas? Moi, de ce que j'ai compris, c'est que le plot a leaké sur internet et que à Skip, le plot a en partie leaké et que ça serait un film entre guillemets surprenant. C'est un film à 24, hein, les gens, mais ça serait un film entre guillemets surprenant par un plot twist qui arriverait à un moment. Moi, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, à voir un petit peu. Mais voilà, mais moi, j'avoue, j'ai hâte de voir. Pourquoi pas? En plus, c'est par Christopher Borgli. Du coup, c'est le réal de Sick of Myself. Ouais, c'est ça. Sick of Myself, qui était un super film. Enfin, vraiment, ça peut être. Donc, ça peut être bien. Franchement, ça peut être bien. Borgli, ouais, effectivement, moi, il me convainc pas mal dans ce qu'il a fait avec effectivement Sick of Myself. Je trouvais que c'était un film assez convaincant. Et là, le voir du coup débarquer aux États-Unis, généralement, il y a un truc où quand tu débarques aux États-Unis, faire ton film, tout ça, il y a quand même un truc je vais leur montrer ce que je sais faire aussi, quoi. Trier a beaucoup de ça. Enfin, Trier, son dernier, c'était un petit peu de ça aussi. Ah, c'est vrai qu'il a fait Dream Scenario. C'est vrai, j'avais oublié qu'il avait fait Dream Scenario, qui a l'air un peu projet de commande, mais là, pourquoi pas avoir un petit peu, parce que là, au moins, c'est lui qui l'écrit, donc avoir un petit peu. Avoir un petit peu. Michael, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Michael, putain, lui, il va générer de la thune. Hein. Lui, ça va générer le milliard minimum, hein, ce film-là, parce que clairement, tout le monde attend au tournant un biopic sur Michael Jackson. C'est plus connu que le pain, vous savez, des trucs du genre. Enfin voilà, c'est sûr que ça va taper le milliard. C'est du coup le deuxième film à voir aussi s'il va bien marcher. Je pense qu'il va quand même bien marcher sur la deuxième partie de sa carrière. Effectivement, et sur sa fin, enfin voilà, je pense que ça va être un biopic très transversal. Biopic jukebox, comme on en voit des milliers, hein, bien sûr. Ça avait fait combien Elton John et Bob Marley? Bob Marley, je crois que ça avait été un gros succès. Hein. Bob Marley, film, on va regarder. Je serais pas si certain.
c'est quand même, les gens, c'est Michael Jackson. Enfin, vraiment, quoi. Le film engendre 177 millions de dollars de recettes à travers le monde, quand même, Bob Marley. Hein. C'est quand même énorme. Et Rocketman, sachant qu'en plus, à chaque fois, c'est pas non plus... c'est pas non plus des... Enfin, c'est vraiment une bouchée de pain par rapport à Michael, quoi. 200 millions quasiment, hein, Rocketman. Hein. Genre, c'est quand même... C'est surtout Bohemian Rhapsody qui a marché. Ouais, et là, c'est le même producteur en plus, donc clairement, pour moi, enfin, c'est vraiment vendu comme... par le producteur de Bohemian Rhapsody et le réalisateur de Training Day, parce que c'est Antoine Fuqua, je pense quand même que ça va tellement taper le milliard, quoi. Et si ça tape pas le milliard sur celui-ci, ça tapera le milliard sur le deuxième aussi, quoi. Bob Marley que 177 millions alors qu'il est connu dans le monde entier. Ouais, mais Michael, il y a vraiment un truc où il y a une secte, quoi. Michael Jackson, il y a une secte autour du personnage, il y a des gens, ils se réécoutent tout le temps les titres. Et c'est transgénérationnel en plus. Enfin, Bob Marley, je pense que les zoomers connaissent moins, quoi. Ma mère est restée, il faudrait que je lui demande d'interroger ses élèves pour savoir s'ils connaissent MJ. C'est vrai. Mais je pense que MJ, chez les gosses, c'est quand même assez reconnu aussi, quoi. Je pense que ma génération, typiquement, Bob Marley, on le connaît moins, mais vraiment bien moins que Michael Jackson. Hein. C'est quand même un truc, quoi. Rien que toutes les réactions quand il y a eu les BIA, oui, non, mais pour moi, ça va taper le milliard, quoi. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et si c'est pas sur celui-ci, avec le deuxième en cumulé, quoi. Clairement, pour moi, c'est les deux en cumulé, ça fait le milliard, quoi. Il y a le drama de savoir comment ça sera traité. Oui, en plus, les gens seront un peu curieux, quoi. Le Diable s'habille en Prada 2, je vous avoue que j'en ai rien à foutre parce que je trouve on dirait une suite Disney Plus un peu gaze. J'ai vu qu'il y avait des gens qui sont en mode ouais, franchement, la photo est plutôt pas mal. Je me dis, franchement, le niveau est tellement bas. Genre, le niveau est tellement bas. Il est censé y avoir 2 films sur Michael. Aux dernières nouvelles, il est censé y avoir 2 films. Probablement qu'ils attendent un peu les résultats du premier avant d'annoncer le deuxième. Enfin, voilà, à voir. Mais il est censé y avoir 2 films. C'est souvent quand les gens font 2 films, souvent ils cachent qu'il y a un deuxième film qui arrive. C'était pareil pour Wicked, ils cachaient que c'était une partie 1, enfin bref, mais voilà, ils cachaient que c'était ça et c'était drôle à voir. Mais du coup, Le Diable s'habille en Prada 2, je vous avoue que j'ai vu des gens dire waouh, la photo a l'air vraiment bien dans ce film là. Je me dis bah putain, le niveau est bas hein, pour commencer à dire que celui-là la photo a l'air incroyable. Bon, je veux dire, j'ai vu la bande annonce un peu vite fait passer, je me suis dit bah mais déjà, les gens maxaient Thunderbolts en mode waouh, la photo est dingue. Bref, vous voyez vite fait un peu des ombres et vous trouvez que c'est la seconde venue du Christ. Moi, ça me fume quoi. Scary Movie 6, j'ai de l'attente parce que quand même, bah, c'est les Wayans derrière. Ils ont ramené tous les acteurs. Ils ont ramené Anna Faris et Regina Hall, tout ça. Ils ont ramené plein de gens derrière. Donc je me dis, ah quand même, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ouais, pareil, la photo des teasers de Doomsday, les gens sont en mode waouh, mais oh, c'est bien éclairé. Il vous en faut peu parce qu'on dirait une pub du Super Bowl qui est bien faite. Genre, juste ça. Moi, j'attends plus du cinéma que de voir une pub du Super Bowl bien faite. Genre, c'est juste ça. Scary Movie 6, j'ai quand même un petit peu des hâtes quand même parce que bah, moi, j'avais bien aimé le premier. Bon, les suites, on n'en parle pas, mais le 6, je me dis, vas-y, pourquoi pas. Scream non, mais Scary Movie 6, t'aimes pas les Craven non plus. Non, mais Scream, en fait, Scream, c'est surtout que je connais pas trop la franchise, mais que les derniers Scream me tentaient pas trop. Scary Movie, je me dis quand même, et puis c'est aussi que j'ai un attachement très fort pour les films parodiques. Les films parodiques, moi je trouve que c'est un genre qui malheureusement ne réussit pas trop et que, je veux dire, là cette année on a eu quoi? On a eu Mac Walter et Y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'était pas foufou en termes de films parodiques, alors que pour moi il y a de quoi faire. Il y avait Fuck 'em All aussi, Fuck 'em All qui est une parodie de Bridgerton et tout, qui avait l'air pas mal, mais qui a pas beaucoup fait parler de lui en dehors de la bande-annonce. Et je me dis putain, tant mieux qu'il y ait un Scary Movie 6 qui sort pour voir un peu ce retour des films parodiques. J'espère qu'on va avoir des films parodiques français également. On n'en voit pas beaucoup en ce moment. C'était la réflexion qu'on se faisait avec Malik Bentala parce que son Jacques Mimoun, on aurait dit une parodie, alors qu'en fait c'est un film très premier degré. Et moi j'ai hâte de voir un petit peu le retour de ces films parodiques là, donc c'est pour ça que j'ai plus d'attrait autour de Scary Movie quoi. J'ai rien vu après le 3, c'est bien la suite alors. Oui c'est ça, c'est pas... ça a pas l'air génial non plus, Scary Movie 5, tout ça, ça a pas l'air ouf quoi. Le slop de De Gaulle, bah oui, la bataille de Gaulle du coup en même temps que Sky Movie. Vraiment, Mark Walter, film parodique. Ah bah oui, quand même. Mark Walter, il y a quand même ce côté où c'est constamment film parodique, des films d'action. C'est pas du tout premier degré. Je pense que tu prends Mark Walter au premier degré, tu passes un mauvais moment. Enfin, vraiment, et c'est pas juste une comédie. C'est pas juste une comédie d'action. C'est vraiment un film parodique des films d'action de manière générale. Après, je trouve que c'est pas assez précis justement dans sa parodie. C'est pour ça, c'est un petit peu un de ses défauts aussi. Mais c'est quand même vraiment un film parodique, quoi.
La bataille de Gaulle, bon bah ça, je pense que le cinéma français compte sur lui beaucoup. Enfin vraiment, mais en même temps, je pense qu'il compte un peu trop. C'est un petit peu le problème de ce genre de film-là, et je pense que ça va bien marcher, parce que ça reste De Gaulle, mais déjà, il y avait un biopic sur De Gaulle qui est sorti... après, il est sorti pendant le Covid. C'est ça le problème aussi. Mais le biopic sur De Gaulle qui était sorti pendant le Covid, il avait bien marché, mais pas énormément non plus. Ouais, il est sorti pendant le Covid, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça, première semaine, il a vraiment bien marché, et semaine de retour, ça allait un peu, mais Covid, quoi, c'était compliqué. Donc c'était encore, vous savez, c'était ce moment où il y avait, c'était un siège sur deux, des trucs du genre. Donc vraiment, j'ai du mal à le voir cartonner tant que ça. Ouais, bah, je suis un peu comme ça aussi, quoi. Et ils en font 2 films pour amortir les frais, mais je pense que c'est pas le film qui va le mieux fonctionner. Les acteurs sont pas ultra bankable dedans. Simon Karian, je l'aime beaucoup, mais en De Gaulle, je trouve que c'est pas le choix qui va ramener le plus de gens, alors que Lambert Wilson dans le De Gaulle, l'autre biopic du coup de 2020, je me dis bah oui, ça ramène du monde. Et forcément que 500 000 entrées en première semaine, c'est plutôt pas mal, et ça aurait pu continuer sa lancée. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, quoi. C'est ça le problème, quoi. Toy Story 5, on en a parlé. Les Mignons 3, bon, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, j'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2, donc je m'en fous un peu, mais c'est un film qui ramène du monde en salle. Vaiana, le live action, je n'ai aucune attente autour de ce film-là. Je pense que ça va être un désastre. The Rock a fait toute une promo pour dire ah, maintenant je suis un vrai acteur, tout ça. Tout ça pour finir par faire Vaiana live action. Va te faire foutre, The Rock, hein. Vraiment, quoi. Vu plus qu'il va en salle, le film est sûr de faire un minimum 1 million. Je pense que la bataille de Gaulle, il va. Ouais, mais 1 million, c'est pas assez pour rembourser un film comme la bataille de Gaulle. C'est un gros blockbuster, hein, tout de même. Je sais pas le budget que ça a, la bataille de Gaulle budget, mais c'est quand même, voilà, 74 millions pour les 2 parties cumulées, enfin voilà. Donc faut que ça fasse 3 millions d'entrées par film. Je sais pas si ça les fera, hein. C'est clairement, ça va être compliqué, quoi. Vaiana, ça va être du dragon-like inutile au possible. Non, mais ça va être désastreux, quoi. Ça va être... Ça va pas être terrible, hein. Ça va pas être terrible, hein. Je croyais qu'ils arrêtaient les live action. Non, parce que Lilo et Stitch, ça a bien marché. Et puis celui-là, il était encore en cours de production. En fait, ils disaient qu'ils arrêtaient parce que Blanche-Neige avait pas marché. Finalement, Lilo et Stitch a bien marché. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va continuer, en fait. Et en fait, quand tu dis, quand Disney dit on arrête les live action, en fait, ils en ont déjà d'autres qui sont prévus dans la volée, quoi. Donc, ils peuvent pas s'arrêter comme ça, quoi. Quel intérêt... Non, mais oui, quel intérêt de faire un live action aussitôt? Quel intérêt de faire un live action comme ça? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. L'Odyssée, Spider-Man, le fantôme de l'opéra. Bon, bah, réadaptation du fantôme de l'opéra, du coup... je vais regarder quelle gueule ça a, qui c'est le réal, parce que j'avoue que là, le trade il mentionne aucun réal, il mentionne rien. Par Alexandre Castagnetti. Pardon, c'est un peu rigolo comme nom. Inspiré de Twilight, en préparation, avec Romain Duris. Ok, bah pourquoi pas, non mais ça peut être une bonne référence, parce que moi vous savez, je suis de la team qui défend un peu Twilight, notamment le premier, j'ai pas vu le reste, mais notamment le premier, en mode bah c'est un bon film de super-héros, c'est sympa, voilà, pourquoi pas. Mais là j'avoue que, ouais bah, vas-y, vas-y pourquoi pas, d'avoir un nouveau fantôme de l'opéra, du coup Alexandre Castagnetti qui a fait... Ouais, ça promet pas non plus, ça prenait pas non plus du rêve. Même si, voilà, encore une fois, le réal de Comte de Monte Cristo, là, non, des Trois Mousquetaires, Martin Bourboulon, là, c'était le réal de Papa ou Maman, et de Papa ou Maman 2. Donc voilà, hein. Deva Cassel, c'est la fille. Bah, j'imagine que ça sera une histoire, en fait, c'est. Le problème, c'est que je pense que ça sera une histoire un peu crypto-pédo. c'est. À voir un peu, hein, à voir. Camelot deuxième volet partie 2, bon bah, qui a été tourné en même temps. Vu que le 1 a pas très bien marché, je pense que celui-là, malheureusement, c'est un miracle si ça dépasse les 700 000 entrées. Genre vraiment. Les Misérables, du coup, réadaptation des Misérables avec, je crois, Vincent Lindon dedans. Si je regarde, donc film 2026. Je crois que c'est Vincent Lindon qui joue. Il joue qui? Il joue Jean Valjean. Ouais, il joue Jean Valjean avec Tahar du coup qui joue Javert. Ça, j'ai un petit peu hâte. Camille Cotin qui joue Thénardier et Bastien. Ah oui, en fait, c'est gros casting quand même. Parce que moi, j'avais retenu que ces deux-là. Et je me suis dit, ouais, ça va être porté par eux. Mais en fait, non, il y a quand même aussi. Alors, Noémie Merlan. Malheureusement, Noémie Merlan. Je l'aime bien. Enfin, elle a l'air probablement un peu sympa. Malheureusement, Noémie Merlan a en fait ce syndrome où je n'aime quasiment aucun film dans lequel elle joue, à part Portrait de la jeune fille en feu. Là, j'ai vu une bande-annonce récemment d'un film avec Valérie Bruni-Téchi, où je me dis, waouh, ça a l'air désastreux.
Mais clairement, Noémie Merlan est malheureusement un peu un gage de pas très bonne qualité. Vasily Schneider, bon, rien à foutre. Megan Northam, très bonne actrice dans Pendant ce temps sur Terre. Excellente actrice. Dans Innocent, elle est bien. Bah, faudrait que je vois alors, mais malheureusement, non. Tar, j'ai détesté. Les films là de Marie Castille, Mention Charles, là, notamment Les Héritières, Le ciel attendra, des trucs du genre, c'est dégueulasse. Vraiment, enfin, c'est nul à chier comme film. Et A Good Man, j'ai même pas voulu regarder. Mais voilà. Mais L'Innocent, apparemment, c'est bien. L'Innocent, apparemment, c'est bien. Et les Olympiades, elle était sympa aussi dedans. C'était pas le rôle du siècle, mais elle était sympa. Tar, j'ai détesté. C'est un des rares films, j'ai vraiment hésité à quitter la salle. Je trouvais ça horrible. Vraiment, je trouvais ça nul à chier. Je trouvais que c'était un film qui se branlait. C'est impossible de pas aimer Tar. Moi, je trouve que c'était de la merde. Genre, vraiment. Et je l'avais vu avec mon ex, et mon ex avait détesté aussi. Enfin, vraiment, c'est un des rares films où je trouve que c'est même pas d'un truc de j'ai pas aimé, je trouve que c'est de la merde. Genre, vraiment, quoi. Mais ouais, le projet. Bah, malheureusement, le projet Abiero, malheureusement, le projet Camelot est un flop de manière générale, quoi. Le premier a bien marché, ça va, mais le deuxième, le deuxième partie 1, deuxième volet partie 1 million d'entrées à peine, pas terrible, quoi. Pas terrible, pas terrible. Ensuite, du coup, on a Hunger Games. Bon, ça, c'est le retour. Du coup, c'est l'autre prequel, tout ça. Enfin, c'est un nouveau prequel. Faudrait que je rattrape un jour les Hunger Games. Il y a quoi? Il y a 5-6 films, un truc du genre. Faudrait que je les rattrape un jour. Vraiment que je le ferai. Jumanji 3. Vraiment. Et The Rock qui a fait semblant d'être un vrai acteur. Enfin, c'est. Encore une fois, moi, c'est ça que je déteste, quoi. Shrek 5, du coup, il a bougé, hein. Le conte de merde, là. Le monde de Narnia. À Skip, ça. C'est vraiment le 25 décembre, le monde de Narnia? Putain, Le Monde de Narnia, film 2026. C'est étonnant ça, qu'ils sortent comme ça. 26 novembre 2026, devait avoir on va diffuser le 25 décembre 2026. Le film sera diffusé exclusivement sur. Ah oui, oh putain. Ça va être chiant parce qu'en fait c'est une exclu Netflix et en fait il est censé sortir de manière limitée aux États-Unis dans quelques salles en IMAX parce que c'est un film IMAX par Netflix, ce qui n'a aucun sens parce que en fait Netflix généralement ils sortent quand même des films qui sont pas faits pour la salle de cinéma donc bon bref, donc nous on l'aura directement sur les plateformes probablement à moins qu'il y ait un plot twist. Probablement que ça sera directement sur les plateformes, quoi. Et du coup, Shrek 5, il a bougé normalement. Enfin voilà, il sort en 2026. Il sort en 2027, pardon. Et j'ai aussi ce petit trait de là, enfin ces petites prédictions là, de prédictions culturelles qui sont majoritairement des prédictions dans le domaine du cinéma. C'est pour ça que je l'ai pris. La fusion entre Warner Bros et Netflix va être retardée. Je pense qu'effectivement, ça va être retardé. En fait, The Rock ne va jamais faire de film d'auteur à part avec Savdi. Il est pas censé être dans le prochain Scorsese? Il me semble qu'il y a un truc comme ça, où il est censé être dans le prochain Scorsese quand même, The Rock. À voir, à voir, à voir. Mais oui, moi je table aussi sur le fait que la fusion entre Netflix et Warner Bros, elle va mettre du temps. Peu importe ce qui se passe, elle va mettre du temps, mais je pense elle va se passer. Il va pas y avoir Dune. Oui, mais Dune va être décalé, les gens. Dune, c'est sûr et certain que ça va être décalé. Ça va être un peu avant, et puis voilà, ça va être. J'avais vu des gens dire ça va passer à Venise, des trucs comme ça, oui. Pour moi, ça va être décalé, hein, c'est sûr et certain. Hein. Je pense pas que ça va passer à Cannes, mais c'est possible que ça passe à Venise. Je pense que ça va être décalé, c'est sûr et certain. Par contre, c'est vrai que par rapport au trade là qu'on a vu, moi je suis curieux d'un truc, c'est parce que à chaque année il y a un blockbuster qui passe à Cannes, qui généralement sort autour de Cannes, donc autour de mai, un petit peu après mai. Je pense pas qu'ils vont mettre La Bataille de Gaulle. Je pense pas qu'ils vont mettre Toy Story 5 non plus. Mais par contre, il y a un film qui est pas là-dedans, c'est Disclosure Day. Et je pense que Thierry Frémaux va tout faire pour avoir Disclosure Day. Hein. Disclosure Day, je pense que. Parce que il me semble qu'il sort quand? Il sort le 10 juin. Ouais. Oh, c'est sûr et certain qu'il va avoir. Ah non, je pense pas qu'il va vouloir prendre le Mandalorian avec gros goût. Hein. Ah, j'espère pas. Oh, ce serait une horreur. Toy Story 5, je sais pas si ça peut aller à Cannes. Hein. Moi, je pense vraiment que c'est le Spielberg. Je pense vraiment qu'il va vouloir choper le Spielberg et dire c'est bon. En plus, il était déjà juré à Cannes. Hein. Il était juré en 2013 et c'était l'année où, à l'unanimité, ça a récompensé la vie d'Adèle. Moi, je mets mes billes imaginaires sur le fait que ça soit le Spielberg. Pour moi, c'est Disclosure Day. Je vois pas. Enfin, je pense que c'est possible d'autres films, hein, bien sûr, mais pour moi, c'est Disclosure Day. Parce que après des films en juillet.
Non, il pourra pas choper l'Odyssée. C'est impossible qu'il chope l'Odyssée. Les Misérables, c'est trop tard. C'est 11 novembre. C'est vraiment beaucoup trop tard. C'est maximum septembre, on va dire. Et je pense pas qu'il chope le Phantom de l'Opéra. Bon, il chopera pas le Spider-Man, mais c'est impossible qu'il chope l'Odyssée, pour moi. S'il chope l'Odyssée, c'est... Waouh. C'est dingue. Mais pour moi, il chopera pas l'Odyssée. Et je pense pas que ce soit Mandalorian, gros goût. Solo, il y avait quand même ce truc où c'était un vrai réal, quand même, c'était Ron Howard. Tout de même, on peut lui reconnaître à Ron Howard d'être un vrai réal comparé à Jon Favreau. Parce que l'année dernière, c'était Mission Impossible 8. Et il y a quand même ce truc où, enfin, toute une saga. Et quand même, c'est un gros blockbuster. L'année d'avant, c'était Furiosa. Et quand même, pareil, gros blockbuster. Gros réal également derrière. Réal un peu hauteur. Phantom de l'Opéra, c'est de Antoine Castille. J'ai oublié son nom, mais il a un nom rigolo. Mais c'est un réal un petit peu à la con. Mais de toute façon, il y a déjà eu le Comte de Monte Cristo, hein, les gens à Cannes. Hein. À Cannes, il y a déjà eu le Comte de Monte Cristo qui est passé. Enfin voilà. Ça veut dire Frémo chope un film. Ça veut dire quoi, Frémo? Bah, en fait, c'est juste que Frémo. Thierry Frémo, donc du coup, la personne qui. Ah oui, Ron Howard, c'est quand même un réal. Il a eu des Oscars. Comparé à Jon Favreau, il a rien eu. C'est ça le problème, quoi. Comparé à Jon Favreau, hein, j'entends. Mais en fait, Frimo, donc du coup, qui est le programmateur, enfin le président, je sais pas exactement son rôle, mais c'est le mec derrière Cannes qui du coup dirige pas mal aussi la sélection de ce qui va passer. Et en fait, généralement pour les gros blockbusters, c'est lui qui va directement auprès des réals. Et pour les gros films, j'ai envie de dire, et les gros réals, c'est lui qui va directement auprès des réals pour dire bon, tu veux quoi. Et pour les plus petits films, lui, il s'en occupe pas, mais pour les gros réals, il va les voir et il dit bon, tu veux passer, est-ce que tu veux venir en compétition, des trucs du genre, et viens, on s'arrange, etc. Et c'est sûr que à chaque fois des gros réals, il est censé en choper parce qu'en fait, le truc c'est que il est censé depuis quelques années, il y a un blockbuster qui passe à Cannes. Tout le temps, il y a un blockbuster qui passe à Cannes. À un moment, il y avait Fast and Furious 8 qui est passé à Cannes. Vraiment, mais il y a toujours un blockbuster pour quand même attirer du monde et attirer le côté un peu plus people, entre guillemets, et mettre de la lumière sur Cannes. Donc voilà. C'est Ron Howard, malheureusement, il a adapté le livre de J.D. Vance. Après, c'est Hillbilly, là, machin, là. Mais ouais, il y a déjà eu des gros blocs. Non, aucun. Bah, à part, techniquement, Apocalypse Now. Techniquement, Apocalypse Now a eu la Palme d'Or. Mais à part ça, pas grand-chose, quoi. Je crois pas qu'il y ait eu des grosses récompenses, même des prix du jury, des trucs du genre. Généralement, les blockbusters sont hors compétition. Furiosa, il me semble qu'il était en compétition, si je me trompe pas. Mais sinon, c'est hors compétition, ouais. Donc c'est pour ça, c'est juste pour attirer du monde. Et c'est... Ouais, tu étais là, mais juste tu fais ton avant-première et puis voilà. Genre, c'est tout, quoi. Mais du coup, ouais, moi j'ai vu ce gros truc. Alors effectivement, pour moi, la fusion entre Netflix et Warner Bros, déjà, c'est pas pour tout de suite, peu importe ce qui se passe, c'est d'ici au moins 2 ans. C'est hors compétition? Ok, c'est hors compétition. Mais pour moi, c'est d'ici au moins 2 ans, au moins 2027, 2028 même, quelque chose du genre. C'est vrai que Shrek 2 était en sélection officielle. J'avais oublié. Mais pour moi, c'est minimum 2027, 2028. Genre, vraiment, je ne le vois pas avant. Nouveau film Cameron avant Avatar 4, je ne pense pas. Je pense qu'il est focus sur Avatar 4, là, de toute façon... c'est possible qu'il ait... Je crois qu'il a pas tout tourné normalement, donc voilà. Nouveau album, tour de Johanna Newsom, je sais pas qui c'est. Nouveau Terrence Malick à Cannes ou à Venise. Je pense effectivement. Parce que, il était censé même... Enfin, c'est Way of the Wind, c'est un film sur Jésus, de ce que j'ai compris. Il était censé peut-être passer aussi l'année dernière, mais en fait, à Skip, le film n'est pas prêt. Donc pourquoi pas. David Attenborough qui atteint les 100 ans. Bon bah ça pareil, c'était Ted Van Dyke qui a atteint les 100 ans là plutôt dans l'année dernière. One Battle After Another qui gagne tous les Oscars, ça c'est vrai. D'ailleurs en parlant de Malik, en parlant de films sur Jésus, il y a un autre film, c'est... ah putain. Mel Gibson. Le prochain film de Mel Gibson là. Parce que du coup il va faire La Passion du Christ 2 là. Waouh. Ça va être compliqué hein, à défendre comme film. Parce que, attendez, si je regarde la Passion du Christ 2. Normalement, du coup, c'est la résurrection du Christ, c'est ça? Normalement, c'est censé sortir... Ah, c'est un film en 2 parties en plus. Wow. Donc, c'est un film en 2 parties. Et c'est 2027. Ok, pardon, c'est 2027. Ça va être compliqué, hein, ça, comme film. Hein. Avec Rupert Everett.
Ok, il me disait un truc ce nom. Il devait faire un docu sur les pédos. Oui aussi, non mais de toute façon les gens... Mel Gibson là j'en blague mais il est devenu vraiment Trumpiste à mort, à mort, à mort. Genre c'est très dégueulasse. Hein. Donc pour moi oui, une bataille après l'autre, en vrai, pour moi il va gagner tous les Oscars. Hein. C'est sûr et certain. Je pense qu'il va gagner le meilleur film parce que bah... C'est trop beau, c'est 10e film d'un réal qui a jamais gagné alors qu'il fait des chefs-d'œuvre et qu'il était censé gagner plein de fois, qu'il a jamais gagné un Oscar pour lui-même. Toujours ces acteurs qui ont gagné, des trucs du genre. Donc pour moi, le storytelling est là, le storytelling est déjà là. Sinner, c'est peut-être un peu une sorte de bonne compétition, je pense, mais pas assez bien vu par l'Académie. On rappelle que l'Académie, c'est beaucoup des blancs. Donc clairement, pour moi, c'est plus une bataille après l'autre qui va gagner. En plus, voilà, Leonardo DiCaprio, le film n'a pas été un bide monumental, contrairement à genre des Furiosa, des trucs du genre. Il s'est pas remboursé, mais presque quoi. Donc quand même, je pense qu'a priori, ça devrait bien marcher quoi. Nouveau film muet majeur redécouvert, je pense que c'est possible. Hein. De toute façon, l'année dernière, on avait redécouvert un film de John Ford, donc pourquoi pas. Unrecorded Night Screenplay Book, ça je sais pas ce que c'est. Le nouveau film de Gore Verbinski, c'est vrai ça. Gore Verbinski, il sort un film en plus. J'avais oublié ça. Gore Verbinski, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le réalisateur notamment des trois premiers Pirates des Caraïbes qui sont exceptionnels. Vraiment qui sont vus comme les bons blockbusters. Et c'est vrai qu'il fait un film, du coup, c'est Good Luck Have Fun Don't Die. Je sais plus avec qui c'est. Sam Rockwell, ah ouais, ça va bider ça. Ou malheureusement, ça va bien bider parce que bah, le casting il est pas non plus des plus alléchants malheureusement. Il avait fait La Souris aussi, c'est vrai. Mais ouais, bah il va bider hein, malheureusement. Le casting est pas des plus impactants, c'est pas des plus impressionnants, ça va bider. Probablement que ça sera un très bon film, hein, parce que Gore Verbinski c'est quand même un bon monsieur, hein, mine de rien, en termes de cinéma. Mais je pense que ça va vraiment bien bider, quoi. Spin-off animé de Stranger Things, ça je pense que c'est sûr et certain. Enfin vraiment, je pense qu'ils vont faire des spin-offs et des spin-offs à l'appel, vraiment pour Stranger Things, pour maintenir un petit peu l'univers, tout comme ils font Squid Game, télé-réalité, plus le spin-off Ricain, des trucs du genre, enfin vraiment ils font que ça, donc oui pour moi c'est sûr et certain qu'il y aura un spin-off animé également de Stranger Things, un spin-off animé en mode animation à la années 80, tout comme ils ont fait pour Cuphead, à la style Robert House, tout ça, Robert House. Mais pour moi, effectivement, il y aura de ça. Taylor Swift, bon, on s'en fout. Le film Narnia se fait laminer par la critique, ça c'est possible, hein, malheureusement. Hein, c'est Greta Gerwig derrière. Elle a été bien reçue pour son Barbie, mais encore même les critiques, c'était pas non plus ça. Donc à voir. Ring of Power annulé, c'est possible. Plus de VFX en IA dans les blockbusters majeurs. C'est possible, hein. C'est possible que peut-être pas dans Doomsday, mais je pense dans un blockbuster, enfin dans certains blockbusters, c'est possible qu'on le voit. On a déjà un petit peu des pieds dans la porte qui commencent à se mettre. C'est possible qu'on voit un petit peu plus des gros blockbusters commencer à avoir de l'IA. Je sais pas si ça va animer des plans en entier, peut-être des bouts, des trucs du genre, un peu comme ce qu'on a vu avec le Yoroi, hein. Des bouts de scènes par endroits, des bouts de trucs qui sont filmés par endroits pour faire style IA entre guillemets. Je pense que ce sera la première étape. Déjà, Running Man, j'étais étonné de voir que ça utilisait pas de la vraie IA, entre guillemets, et que ça donnait une impression d'IA. Mais pour moi, c'est possible qu'on voit ça, hein, cette année-là. Michael Jackson, le biopic de Michael Jackson fait 1 milliard. Bon, bah ça, pour moi, c'est le truc qui est plus ou moins sûr. C'est le truc qui est plus ou moins sûr. Mais en tout cas, ouais, 2026... Ça va, il y a quand même des grosses sorties. Après, de toute façon, il y a toujours ce truc où on va être surpris. Hein. On va être surpris par 2026. On va voir des gros films popper d'un coup. On va voir des films inattendus. Moi, j'attends par exemple le Arthur Harari, Mon Inconnu. Je sais qu'il était en tournage l'année dernière. Et je pense quand même que... Ah oui, c'est vrai, il y a Digger aussi. Digger de Quaron. Enfin, non, de Iñárritu, pardon. De Iñárritu avec Tom Cruise. Pour moi, putain, déjà, film comique avec Tom Cruise, j'ai très hâte. Film qui se passe visiblement sur une plateforme pétrolière, de ce que j'ai compris. Avec Tom Cruise qui a l'air ultra animé dans le teaser, j'ai très hâte. Et pour moi, ça risque de faire un gros carton aussi, quoi. Et il y aura constamment des films, vraiment, même français, états-uniens, partout ailleurs, qui vont créer la surprise, qui vont révéler des gens, où tout le monde se dira, putain, celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Et effectivement, ce sera là aussi qu'on va retrouver le cœur du cinéma, j'ai envie de dire, et qu'on va retrouver
du beau cru, des beaux films, ça c'est sûr et certain. C'est généralement ces films-là qui surprennent le plus, qui vont le plus marquer, parce que là, voilà, Odyssée, je table pas non plus un copec sur le fait que ça soit mon film de l'année. Peut-être que ça va être très bien, hein, bien sûr, mais je pense pas que ça va non plus me marquer tant que ça. Par contre, d'autres films inattendus, ça c'est possible aussi. C'est vraiment possible.